Hey les gens, c'est Batou. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale Halloween, car nous sommes aujourd'hui la journée d'Halloween. Je vous souhaite du coup un joyeux Halloween. 3 fois Halloween dans une phrase, ça fait beaucoup. J'espère que vous allez pouvoir faire peur à plein de personnes, que vous allez pouvoir vous faire peur à vous-même également dans cette journée, car c'est un peu le principe. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire peur en vous racontant 5 histoires d'horreur. Il y en aura 4 vraiment spéciales. Horreur, où ce seront vraiment là où il y a des vrais drames. Et une dernière qui est plus une histoire un peu hommage, même si l'histoire est assez horrifique. Mais c'est plus une sorte de... Comment je pourrais expliquer ça? C'est une personne qui a été décédée il y a 2 ans, on a fêté la 2e année de son anniversaire, et c'est plus un hommage à cette personne car son crime est vraiment horrible. Et c'est pour ça que cette histoire sera plus longue et c'est pour ça que je vais la faire en dernier. Il y aura donc 5 histoires, 2 moyennes, 2 courtes et une longue, donc la dernière. Je vais donc commencer par la première histoire, prénommée La babysitter et le tueur à l'étage. Nous sommes à Windermere, au Royaume-Uni, en 1982. Hélène a 16 ans et sera un babysitter. Ce soir-là, elle doit garder les 3 enfants d'un jeune couple, absent pour la soirée. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe donc dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. D'un seul coup, le téléphone sonne, mais quand elle décroche, personne ne parle à l'autre bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau. Et cette fois, une voix glaçante. « Es-tu allé voir les enfants ?» lui demanda la personne. Puis, plus rien. Pensant qu'il s'agit du père qui l'appelle pour savoir si tout se passe bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va la rappeler. En effet, quelques minutes après, le téléphone retentit de nouveau. « Es-tu allé voir les enfants ?» répéta la même voix. « Monsieur Stuart ?» demanda-t-elle, inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent ses employeurs, et on l'informe qu'ils en sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite les forces de l'ordre, mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l'inconnu l'appelle. « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Effrayée, elle contacte de nouveau les forces de l'ordre, leur assurant que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent. L'agent à l'autre bout de la ligne décide de prendre son numéro et la rassure. La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord, Hélène ? Restez calme, surtout. Hélène éteint le salon et s'enferme dans la cuisine. Le téléphone près d'elle. Il sonne et cette fois, elle décroche tout de suite. « Qu'est-ce que vous me voulez à la fin ? Pourquoi as-tu éteint les lumières ?» lui demanda l'inconnu. « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Je te vois, tu sais ? Ok, très bien. Vous m'avez fait peur. C'est réussi. Vous êtes content ? C'est ce que vous vouliez ? Non. Ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang, lui répondit l'inconnu. Hélène raccroche brusquement, terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. Elle hurlera « Laissez-moi !» « Hélène, c'est moi !» lui répondit le policier. « Nous avons tracé l'appel. Il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une des pièces de la maison. Sors immédiatement. » Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique, fait tomber la clé, la ramasse, puis le relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre de l'enfant et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout, tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors.
tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à la main. Immédiatement, prise en charge par l'assistance, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou, menotté par les policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. Nous allons donc passer à la deuxième histoire qui se nomme David McCallum et son jeu de Ouija. Nous sommes quelques jours avant Noël 1995 dans le quartier de Mayfair à Londres. David McCallum aborde 2 écoliers âgés de 15 ans et leur propose de venir chez lui écouter du heavy metal. Les 2 adolescents, Michael Erich et Stephen Coulan, accros à cette musique, acceptent l'invitation et suivent ce nouvel ami. Et de quelques années il leur est. Une fois sur place, Michael et Stephen constatent que David vit dans un désordre indescriptible où des disques d'Iron Maiden et de Metallica côtoient une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Au centre de la pièce se dresse un autel drapé de noir et orné à chaque extrémité de hauts cierges allumés. À ses invités, quelque peu interloqués, McCallum explique d'un ton paisible: cet autel est celui de Satan. Mon ami Denis et moi-même vouons au diable un véritable culte. Il nous permet de communiquer avec les personnes disparues par l'intermédiaire du Ouija. Souriant, il désigne du doigt le plateau de jeu disposé au pied de l'autel et propose de faire une partie de Ouija. Intrigués, Michael et Stephen acceptent. Dennis arrive et les 4 jeunes prennent place assis à même le sol autour du plateau du Ouija. Selon l'usage, chacun pose une main sur le triangle mobile placé au centre du jeu. Presque aussitôt, la voix étrangement rauque de McCallum casse le silence. Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres. Dicte tes volontés. Satan, que désires-tu que je fasse? McCallum se lève brusquement, saisit le jeune Michael à bras le corps et le jette sur le lit, où il l'immobilise, puis, avec un couteau de combat à la main, il poignarde sauvagement sa victime. La longue lame effilée s'abat 11 fois sur le corps du malheureux garçon. Dennis, qui maintient tant bien que mal Stephen, hurlant de peur, crie enfin à McCallum: « Arrête, David !»« Mais arrête-toi, il est décédé !» Dans un sursaut, Stephen parvient à se dégager et s'échappe à toute vitesse. Restés seuls, David et Dennis enroulent le cadavre dans un drap et une couverture. Ils ont décidé de le transporter dans le coffre de leur voiture, ils s'en débarrassent et dans une charge publique. Arrêtés peu après sur les indications fournies par le rescapé de la tuerie, il s'avéra que les 2 adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une double enquête psychiatrique et policière. Lors de sa comparution en justice, David expliqua que les voix transmises par le Ouija l'avaient poussé à commettre son crime. Les juges le firent enfermer à vie à l'hôpital Broadmoor, je sais pas comment on prononce, un hôpital psychiatrique à haute sécurité. Ils condamnèrent son complice à 10 ans de réclusion dans un autre établissement psychiatrique. Nous allons donc passer à la 3e histoire, qui est plus une sorte de légende. Nous allons passer au loup-garou. Selon la légende, lors des nuits de pleine lune, le loup-garou, d'ordinaire avec une apparence humaine, se transforme en anneau énorme avec des sens surdéveloppés. Il acquiert les caractéristiques du loup, puissance musculaire, agilité, ruse et férocité. Il chasse et attaque sans merci ses victimes pour les dévorer, ne contrôlant plus ses faits et gestes. Il peut éliminer de nombreuses personnes en une seule nuit. Les gens se sont mis à chasser les loups, s'en protégeant avec de l'eau bénite,
et les tuant avec une balle en argent. Les loups-garous souffraient de la même répulsion que les vampires pour les choses sacrées et étaient considérés comme des créatures du diable. Ils se multipliaient en mordant. La malédiction commençait dès la première pleine lune après la morsure d'une première victime. Une fois la pleine lune passée, les loups-garous pouvaient conserver quelques caractéristiques animales, comme une modification de leur voix et de leurs yeux, des sourcils se rejoignant au-dessus du nez, des ongles légèrement rougeâtres, le majeur un peu plus long, les oreilles un peu plus basses et en arrière de la tête, et de façon générale un peu plus plus de poils sur la main, les pieds et dans le dos. Le loup-garou est un homme vivant, métamorphosé, ou un corps qui sort de la tombe, sous la forme d'un loup connu et sous le nom de loup-garou fantôme. On croyait que le corps métamorphosé était celui d'une âme damnée qui ne trouvait pas le repos dans sa tombe. Depuis le XVe siècle, les légendes de Scandinavie, de Russie occidentale et d'Europe centrale parlent de l'existence de potions magiques pouvant aider les loups-garous à retrouver tout leur aspect humain. Nous allons donc passer à la 4e histoire. Et elle se prénomme Bloody Mary. Bloody Mary est une sorcière sanglante qui apparaîtrait dans le miroir lorsque l'on l'invoque. Le film Candyman est d'ailleurs tiré de l'essai américain qui est consacré à Bloody Mary. Il existe plusieurs versions à cette histoire. Pour certains, il s'agit de la Vierge Marie qui vient avertir de ne pas se moquer. Pour d'autres, c'est une femme qui perd sa vie dans une collision de voiture avec son enfant. Et pour d'autres, il s'agit d'une sorcière brûlée vive et jeter une malédiction sur les villageois et qui hante les miroirs pour attaquer ceux qui seront assez fous pour l'invoquer. Une autre version soutient que c'est une jeune femme, trompée par son mari, qui s'est suicidée dans sa salle de bain. Le miroir aurait aspiré son esprit et elle viendrait avertir les femmes qui seront victimes d'infidélité. Son aspect est celui d'une belle jeune femme, mutilée et recouverte de sang, dont les yeux haineux toisent tout le monde avec mépris. Il existe plusieurs façons de l'invoquer, mais la plus répandue est celle-ci. À minuit, éteignez les lumières de votre paillasse et placez-vous dans un miroir. Disposez 2 cierges de chaque côté du miroir, tout en tournant sur vous-même et en fixant votre reflet dans la glace quand vous passez devant. Répétez 13 fois Bloody Mary. Commencez par chuchoter son nom, puis dites-le de plus en plus fort, jusqu'à le crier. Si à la 13e fois vous criez Bloody Mary, I killed your baby, cela déclenchera la colère de l'esprit et une attaque immédiate aura lieu. En remplacement, le nom de Bloody Mary par celui de Hail Mary, c'est Satan qui apparaîtra dans le miroir. Plusieurs personnes ont voulu faire cesser cette légende en tentant l'invocation. Une jeune femme, le lendemain de son invocation, était tellement bouleversée qu'on ne sut jamais ce qui venait d'arriver. Une autre s'est cassé la hanche en sortant de sa salle de bain après avoir crié « Je ne crois pas en toi, Bloody Mary ». Une dernière tenta l'expérience après avoir prévenu les forces de l'ordre et son entourage. Le lendemain, on la retrouvera poignardée dans sa salle. Après ces histoires sordides, surtout la 4e, c'est surtout des légendes, les 2 plus courtes. On va passer à quelque chose qui est extrêmement réel. C'est l'histoire, le drame pour cette personne qui est Samuel Paty. La victime est prénommée Samuel Paty. C'est un professeur d'histoire et géographie qui est né le 18 septembre 1973 à Moulins, dans l'Allier. Après des études en classe préparatoire, de grandes écoles au lycée Édouard Herriot, à l'université Lumière Lyon 2, puis à l'IUFM de Meaux, il obtient le CAPES d'histoire-géographie en 1997 et est nommé en région parisienne. Il était en poste depuis 3 ans, au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Saint-Honoré. Selon plusieurs témoignages de ses élèves et anciens élèves,
Samuel Paty était un enseignant investi et aimant son métier, soucieux de leur réussite et apprécié par eux. Il était marié et père d'un enfant de 5 ans. Il est enterré à Moulins, sa ville natale. Samuel Paty donne le 6 octobre 2020 un cours d'enseignement moral et civique, EMC, à des élèves de 4e sur la liberté d'expression, thème au programme officiel de l'éducation nationale. Afin d'illustrer son propos, il présente deux caricatures de Mahomet, issues du journal Charlie Hebdo, lesquelles, parmi d'autres, sont en relation avec l'attentat meurtrier contre ce journal en 2015. Selon d'anciens élèves, il faisait cela chaque année, sans que cela ne provoque de réactions négatives chez les élèves ou les parents. Une note des renseignements territoriaux du 9 octobre confirme les témoignages selon lesquels Samuel Paty a préalablement proposé aux élèves qui le souhaitent de détourner les yeux ou de sortir de la classe quelques secondes en présence d'une auxiliaire de vie scolaire. Dans un message sur les réseaux sociaux, un parent d'élève, Brahim Chimina, marocain, a au contraire accusé l'enseignant d'avoir demandé à toute la classe que les élèves musulmans lèvent la main, parmi lesquels sa fille, puis leur avoir dit de sortir de la classe. Mais le collège confirmera que sa fille était absente pour maladie ce jour-là. Le professeur demande ces affirmations. J'avais proposé aux élèves de détourner le regard quelques secondes s'ils pensaient être choqués pour une raison ou pour une autre. À aucun moment je n'ai déclaré aux élèves « Les musulmans, vous pouvez sortir que vous allez être choqués ». Et je n'ai pas demandé aux élèves quels étaient ceux qui étaient de confession musulmane. Samuel Paty souligne, en parlant de la vie de Brahim Chimina, qu'elle a inventé un récit au travers de rumeurs d'élèves. Il s'agit d'une fausse déclaration dans le but de nuire à l'image du professeur que je représente, du collège et de l'institution. Le père, sans qu'on le sache, s'il savait que sa fille mentait ou s'il la croyait, s'élève de manière virulente sur Facebook contre le professeur. Citant sa fille, il accuse Samuel Paty d'avoir présenté aux élèves la photo d'un homme nu et d'avoir indiqué « c'est le prophète ». Le texte qu'il publie sur Facebook exhorte ses frères et sœurs à se plaindre au CCIF et à l'administration dont il cite plusieurs échelons. Au moins 2 vidéos sont diffusées sur internet traitant le professeur entre autres de voyou et de malade. L'une d'entre elles provient du père de famille qui condamne l'utilisation de ces caricatures en traitant ensuite le professeur de voyou. Il accuse à nouveau Samuel Paty d'avoir présenté aux élèves la photo d'un homme nu. La vidéo est diffusée le 9 octobre sur les réseaux sociaux, entre autres sur la page Facebook de la mosquée de Pantin. Le responsable de cette mosquée, Mohamed Enish, indique que la première vidéo du père de famille est déjà virale dans les milieux musulmans et est très reliée sur WhatsApp. Cet élan numérique crée ainsi un monstre dont le pouvoir de nuisance a dépassé les frontières de Conflans. Mohamed Enish invoque par ailleurs sa vision modérée qui serait son approche habituelle. L'autre vidéo est enregistrée et diffusée par le militant islamiste radical Abdelhakim Sefrioui. Ce prédicateur s'était rendu dans l'établissement avec le parent d'élève pour parler avec la principale et exiger d'elle qu'elle congédie l'enseignant sous peine de manifestation. Ces 2 hommes font fortement pression durant plusieurs jours, cherchant à obtenir que l'enseignant soit limogé de l'éducation nationale, venant à de multiples reprises devant le collège pour essayer de mobiliser d'autres parents contre Samuel Paty. Sur les commentaires vidéo sont indiqués le nom du professeur, l'adresse de l'établissement et un numéro de téléphone pour prendre directement contact avec le CCIF. Le CCIF dément plus tard toute participation à la campagne de harcèlement. Toujours le 8 octobre, ce même parent d'élève porte plainte pour diffusion d'images pornographiques. Samuel Paty rencontre le lendemain un inspecteur académique pour que lui soient rappelées les règles de neutralité et laïcité. Il est conforté dans l'approche qu'il avait eue lors de son cours. Le même jour, la principale envoie un courrier électronique aux parents pour préciser les circonstances du cours. Elle indique aussi que Samuel Paty et elle-même se tiennent à la disposition des parents qui souhaitaient revenir sur cette situation. Le 12 octobre, le parent d'élève publie une nouvelle vidéo sur YouTube. La principale
a fait état d'appels menaçants par la suite, selon le procureur antiterroriste. Le 12 octobre, auditionné par la police, Samuel Paty porte plainte à son tour pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Le professeur est accompagné de principal lorsqu'il se rend au commissariat et dément à nouveau les accusations de Brahim Chinina et de sa fille. Ce dernier ne se présente pas à sa convocation par la police le 14 octobre. Dans les jours précédant l'assassinat, le terroriste Abdullah Anzarov échange des messages sur WhatsApp avec Brahim Chinina. Je ne sais pas si c'est Chinina ou je pense que c'est Chinina, tant pis. Il a également des contacts avec un ancien condamné pour velléité de départ en zone irako-syrienne. Abdullah Anzarov, la fille de Brahim Chinina et le collégien qui identifiera Samuel Paty le jour de l'attentat ont également des échanges sur les réseaux sociaux. Le jour des faits, Abdullah Anzarov fait le trajet entre Évreux, sa ville de résidence, et Conflans-Sainte-Honorine, où se trouve le collège du Bois d'Aulne. Un ami l'emmène en voiture et Anzarov arrive sur les lieux au début de l'après-midi. Depuis au moins une semaine, il connaît le nom de sa cible et ne dispose pas de moyens permettant de l'identifier. Anzarov aborde deux collégiens vers 14 h et leur propose 300 à 350 € pour identifier Samuel Paty. Tous deux attendent près de 3 heures. D'autres collégiens venant par moments se mêler à eux, 3 autres collégiens se joignent pour désigner Samuel Paty. Selon les déclarations des collégiens gardés à vue, le terroriste leur a dit vouloir filmer le professeur, l'obliger à lui demander pardon, l'humilier, le frapper. Peu avant 17 h, deux collégiens désignent le professeur qui sort du collège. Selon le témoignage d'autres adolescents, l'un des collégiens de 14 ans ayant empoché les 300 € et qui avait été en contact avec l'assassin et la fille de Brahim Chinina les jours précédant l'attentat, savait ce que Samuel Paty risquait. À 16h55, Anzarov publie sur Twitter une photo de la tête de la victime, qu'il ne nomme pas immédiatement, et l'accompagne d'un message de revendication. À 16h58, Anzarov envoie, dans la précipitation, un message vocal de 28 secondes via Instagram à deux contacts basés à Idlib, en Syrie. S'exprimant successivement en russe et en arabe, il déclame sur un ton grave les paroles suivantes. « Mes frères, que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. J'ai vengé le prophète Mohammed, que les bénédictions d'Allah soient sur lui ainsi que la paix. C'est ce professeur qui a montré le prophète Mohammed, et que les bénédictions d'Allah soient sur lui ainsi que la paix. Il l'a montré de façon offensante. » C'est à peu près à ce moment-là que le corps décapité de Samuel Paty est découvert, rue du Buisson, Moineau, à Irani, près du collège du Bois d'Aulne, par des policiers municipaux qui alertent immédiatement la police nationale. La brigade anticriminelle se rend alors sur les lieux et identifie un homme équipé d'une arme de poing, rue Roger Salomon. Malgré les sommations, les policiers lui demandent plusieurs fois de jeter son arme et de se mettre au sol. Le suspect refuse de lâcher son arme et court vers eux en criant « Allah !» et en tirant à 5 reprises avec un pistolet à air comprimé Airsoft. Les policiers se rendent rapidement compte qu'il ne s'agit pas de vraies balles. L'un d'eux s'exclame « C'est des billes, les gars !» suivi par un autre. Mais 3 d'entre eux décident tout de même de riposter. L'homme tombe alors au sol, mais tente de poignarder les jambes d'un policier prénommé Jim. Il est alors abattu par Jimmy et un de ses collègues. Son corps présente 9 impacts de balles. Un petit couteau, qui n'est pas l'arme du crime, est retrouvé sur lui. Un couteau de cuisine de 35 cm est ensuite retrouvé près de la victime. Voilà pour cette histoire glaçante sur Samuel Paty. J'en ai un peu des frissons là, en racontant, et c'est ce que j'ai eu en la lisant et en prenant les informations. Je suis content de pouvoir lui rendre hommage sur cette vidéo d'Halloween, malgré tout, même si c'est plus pour faire peur d'Halloween. Là, c'est plus pour rendre hommage, car pour moi, ça reste dans la catégorie horreur. Car cette vidéo, c'est cette vie
qu'il y a eu Samuel Paty s'est terminé d'une façon terrifiante ou inadmissible. Je voudrais vraiment lui rendre hommage sur cette vidéo, et si on pouvait lui apporter du soutien dans les commentaires, ce serait bien. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que malgré cette histoire sordide de Samuel Paty, vous avez apprécié cette vidéo. Est-ce que j'ai bien raconté aussi les vidéos? Dites-moi-le dans les commentaires. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié. Et si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous me découvrez, bah, abonnez-vous. Lâchez le petit pouce bleu, activez la cloche. Abonnez-moi à mon compte Instagram, à mon compte Twitter, à mon compte TikTok, ainsi qu'à ma chaîne Twitch, que vous retrouverez dans la description. Encore un joyeux Halloween à vous tous. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez,